Merci à tous d'être donc venus aujourd'hui, à tous et à toutes, effectivement. Donc j'étais un peu occupé ce matin, j'ai hésité entre deux choses. J'avais le Stade de France avec une intervention, ou ici, j'ai préféré ici parce que je suis beaucoup plus proche que de vous. D'accord? Donc merci encore à tous. Merci surtout à l'Ancrage, à Nicolas de m'avoir invité pour présenter donc aujourd'hui à la fois mes livres, mais surtout, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, donc pour présenter un peu plus en détail l'histoire et les romans que j'ai écrits autour du Kalberg, que beaucoup d'entre vous vont visiter. Sinon, je vous invite à le faire. Donc, je me présente, pour ceux qui ne me connaissent pas encore, Pierre Bonzi, j'ai 50 ans, et plus 22 années d'expérience, mais ce sont les 22 années d'expérience qui comptent essentiellement, d'accord? Donc, je suis savoyard de naissance, et j'ai fait toutes mes études sur la Côte d'Azur, à Cannes, à Nice. Bon, c'était pas les lieux les plus chauds pour travailler. Ici, c'était quand même beaucoup mieux, mais quand même. Et donc, j'ai fait toutes mes études à Cannes. Essentiellement, j'étais en mai 68, par exemple, sur la Croisette avec Jean-Luc Godard, avec François Truffaut, avec Jean-Pierre Léaud, et on a arrêté puisqu'il fallait faire quelque chose à Paris. Il paraît qu'en mai 68, il se passait des choses, donc on a arrêté le Festival de Cannes. C'est la première année où le Festival de Cannes n'a pas eu lieu. Enfin, moi, j'avais 16 ans, je vais faire un sitting pendant 1 heure, et on m'a dit le festival s'arrête, donc et tout. Mais ça m'a donné l'occasion de rencontrer et de côtoyer des gens du showbiz, du cinéma, des artistes et autres. Et donc, je me suis intéressé à ce milieu, ce qui m'a permis ensuite, tout en poursuivant mes études à Cannes jusqu'au bac, un bac littéraire et autres, de rencontrer des artistes et de travailler pour le festival du film à Cannes. Donc, chaque année, dès qu'arrivait le mois de mai, plus personne n'était au lycée, on descendait tous et à la plage et au festival de Cannes pour voir et les starlets et les artistes. Et puis de travailler également pour le marché international du disque et de l'édition musicale, donc qui a lieu à Cannes. C'est le lieu privilégié pour toutes les manifestations, tous les salons et autre chose. Ils ne savent pas ce qu'ils perdent, ils pourraient l'organiser au Tréport, mais pendant les 2 ou 3 jours où il fait beau dans l'été. Oh. Non, 2 ou 3 mois, pardon, je me suis trompé. Donc, en tout cas, donc j'ai poursuivi ensuite et j'ai fait des études de droit à Nice. Je ne voulais pas me spécialiser, même si aujourd'hui peut-être je parlerai beaucoup dans des études d'avocat ou la magistrature ou autre. Je dis non, le droit privé, les avocats sont bien des bavards, comme on le dit, effectivement, comme on les surnomme. J'ai fait plutôt du droit international public, d'accord. Donc, je suis allé pendant quelques années suivre à la fac de Nice à l'université donc des études de droit. J'ai fait jusqu'à un doctorat de droit international public. C'est après que j'ai tout fait, après mes études de droit, c'est après que j'ai tout fait de travers, d'accord. Mais ça va. Donc, en tout cas, j'ai eu l'occasion, tout en continuant à rester un peu à Cannes, après de monter à Paris, comme on dit dans le Sud, monter à Paris, pour travailler au ministère des Affaires étrangères, en me disant donc ça va me permettre de voyager et d'autres choses. Et j'ai eu surtout la chance à cette occasion de rentrer dans un service qui s'appelle les échanges artistiques internationaux, c'est-à-dire que la France passe des accords culturels avec le monde entier, avec tous les pays du monde, et donc on fait des échanges, on envoie des artistes français, eux envoient des artistes étrangers. Donc j'ai continué à travailler dans ce milieu artistique, d'échanges culturels, et surtout ça m'a permis de voyager un peu dans le monde entier. Quand je dis le monde entier, j'exagère parce que j'ai compté récemment, je n'ai fait que 70 pays sur les 150 ou 200 qui sont aujourd'hui énumérés dans la liste de l'ONU. Et en plus, je triche parce que dans les 70, je compte le Liechtenstein, Monaco, le Vatican et Andorre. Mais malgré tout, ce sont des pays, donc il faut bien les compter. D'accord. Donc j'ai continué après ça à côtoyer des artistes et surtout à garder ce goût du voyage. Donc pendant les 30 années où j'ai travaillé dans ce service, j'ai voyagé donc un peu partout dans le monde entier, côtoyé des gens, et j'ai continué donc à la retraite parce que j'ai pris ma retraite il y a quelques années quand même. Et la seule fois où j'ai dû m'arrêter, c'est effectivement il y a eu en 2019, vous avez dû en entendre parler, une histoire qui s'appelle le Covid, qui a démarré fin 2019, et surtout un confinement en 2020 qui fait que j'avais des billets en main d'avion pour les États-Unis. Et je devais aller également au Japon, et tout s'est arrêté puisque c'était trop compliqué de voyager et tout ça. Je connais le Tréport depuis plus de 40 ans parce que travaillant à Paris, j'étais surtout basé à Paris, les affaires étrangères, le Quai d'Orsay. Je m'échappais le week-end parce que la ville, c'est pas trop mon truc. Je préfère. J'adore la mer, en étant toujours resté à Cannes, à Nice et autres. Et je venais donc très souvent au Tréport parce que Deauville, Trouville, c'est bien, mais c'était pas tout à fait ce qui correspondait à mon attente. Je suis également pêcheur, j'adore ça, donc je suis devenu vite
un ami de tous les petits pêcheurs de la côte. Je vais pas en mer, mais en tout cas au Tréport, où je venais très souvent. Donc cette ville m'a plu, et quand j'ai cherché, comme tout Parisien, une maison secondaire avec mon frère, qui lui a fait toute sa carrière à l'étranger, dans les ambassades également, il a été consul dans différents endroits, et qui écrivait bien avant moi, des romans policiers, des romans historiques. On a trouvé une petite maison près d'Aumale, donc un peu plus haut dans la vallée de la Brelle. En fait, je suis quasiment aux sources de la Brelle. La Brelle, le fleuve qui se jette ici au Tréport, fait 50 km de long. Elle a 3 sources, dont une se situe à 200 mètres derrière ma maison, donc entre Aumale et Formerie. Je sais pas pour ceux qui connaissent la région, Vérabancourt, tout ça et tout, d'accord, qui est un nœud ferroviaire connu. Donc le Tréport, je connais pour y venir au début tous les week-ends et tout. Et puis depuis la retraite, je me suis établi dans cette maison. Et je venais beaucoup plus souvent, à la fois pour rencontrer les amis, pour visiter, pour profiter de ces paysages, de la pêche au phare du Tréport avec les amis et tout. Et j'ai rencontré à cette occasion-là, donc étant bloqué également et même juste un peu avant le Covid, j'ai rencontré donc Marie-Christine Ménival et Claude Ménival, qui gèrent un groupe Facebook qui s'appelle Les Amoureux du Tréport. Moi, j'avais tous les a priori que tout le monde a sur ces groupes, ces réseaux sociaux Facebook. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent des photos toute la journée. Ils m'ont expliqué, ils m'ont dit, non, nous, on a un groupe, ils étaient 8 000 membres à l'époque, qui ne publient que des photos qui ont rapport au Tréport et à la région. Et on ne parle pas de politique, on ne parle pas de Covid, surtout à ce moment-là. Bon, ça m'intéresse peut-être. J'ai commencé à écrire des petites histoires étant bloqué, où je me suis amusé à parodier donc l'actualité de l'époque. Par exemple, je vais essayer de faire court. Vous vous souvenez tous, au début du Covid, tous les journalistes et les télévisions parlaient et disaient donc à Paris, 500 jeunes se sont réunis, des teufeurs, pour faire la fête alors qu'il fallait pas et tout. Donc l'actualité ne parlait que de ça. Il n'y avait pas l'Ukraine, il n'y avait pas d'autre chose en ce moment-là. Bon, donc on parlait que de ça. Et donc moi j'ai détourné et je me suis dit, je vais écrire des petites histoires plutôt drôles, parce que autant malgré tout faire sourire les gens, puisque je publie chaque jour soit une histoire, soit un épisode d'un de mes romans sur ce groupe Facebook chaque matin, avant de les sortir sous forme de livre. J'ai publié une histoire où 500 sardines se trouvaient bloquées dans l'écluse du Tréport et avaient décidé de faire la fête, et comme on le sait, les sardines, quand elles font la fête, elles bougent. D'accord? Donc ça a amusé les gens, et j'ai été contacté par un journaliste qui s'appelle Lucas Farcy, qui va peut-être venir aujourd'hui. Il m'a dit qu'il essaierait de passer, en tout cas que je vois vers midi, et qui est de l'Informateur, et qui m'a dit, mais vous avez une démarche un peu particulière, vous écrivez des choses et tout, et avant même de les publier et tout, donc il faudrait penser à faire un livre. Et ce que me disaient également les lecteurs de mes histoires. Je dis, mais je vais pas faire un livre avec des histoires de poissons, des choses comme ça. Donc j'ai commencé à écrire une histoire en me disant, qu'est-ce qui est intéressant au Tréport? Pas une histoire actuelle et contemporaine. Les gens se promènent avec des masques, c'est pas marrant, c'est pas drôle. Donc on va revenir un peu dans le passé. Quand on se creuse, on se penche dans le passé du Tréport. Le quartier qui vient tout de suite à l'idée, c'est le quartier des Cordiers. Le quartier des Cordiers, vous le savez, c'est le quartier en bas, ici, du funiculaire. Tout ce vieux quartier qui s'appelle les Cordiers, vous le savez pourquoi? Parce que les anciens pêcheurs et les vieux pêcheurs qui n'avaient pas à cette époque-là, donc en 1890-1900, qui n'avaient pas les moyens de s'acheter des barques, tressaient des cordes et pêchaient avec des cordes qu'ils laissaient la nuit avec des hameçons et tout. Ils pêchaient avec les moyens du bord, comme on dit. Il y a d'ailleurs une rue de la Corderie en bas au Tréport. Donc je me suis dit, qu'est-ce qui peut intéresser les gens? D'abord une histoire d'enfant, pourquoi pas une histoire d'enfant? Donc j'ai imaginé ce gamin qui est le croisement entre un gamin que je voyais toujours sécher l'école quand j'étais à la pêche, et qui venait, qui s'appelle Jean-Christophe, et qui venait pêcher avec nous. J'essayais de renvoyer à l'école, et un vieil ami pêcheur à moi qui s'appelle Jean. Je dis, on va l'appeler petit Jean, ce gamin, tout ça. Donc il est né un peu dans mon imagination, mais surtout il permet de connaître l'histoire à la fois du Tréport, de ce quartier des Cordiers. C'est un fils de pêcheur. Il a une particularité parce qu'il est un peu comme ces autistes d'Asperger. Il a une mémoire fabuleuse pour certaines choses, que les choses qui l'intéressent. Il saura peut-être pas changer une ampoule, mais si vous lui demandez le nom de n'importe quelle corde, ou même si on dit pas corde sur un bateau, n'importe quel bateau, il le trouvera. Donc j'ai raconté cette histoire un peu particulière, et je me suis dit qu'il commence, il est né en 1880, donc l'histoire commence en 1890, quand il a 10-11 ans, et on en arrive du coup maintenant au tome 5, où on est bientôt en 1900, où il va bientôt avoir 20 ans, il va se marier, mais malgré tout,
une histoire accrochée. J'ai continué à publier cette histoire sur Facebook, toujours sur ce site et sur ma propre page ou sur mon mur, je sais pas comment on dit, je me suis retourné, j'ai jamais vu de mur, mais il paraît qu'il faut faire ça là-dessus. Et donc les gens étaient de plus en plus apparemment accrochés et me disaient il faut vraiment le sortir en livre. Bon, je me suis tourné vers mon frère qui sortait des livres, je lui ai dit comment on fait pour sortir un livre? Je te donne les références de l'imprimeur. Tiens, voilà la personne qui fait moi les dessins pour mes livres, parce qu'il fait également des livres pour enfants. J'ai eu la chance de rencontrer une personne qui s'appelle Danielle Morin, qui est illustratrice, qui fait des aquarelles et qui effectivement donc me dit mais je veux bien, mais envoie-moi moi les 20 premiers épisodes de ton histoire que je me rende compte ce que c'est. On est en 1890, donc c'est un autre monde, c'est une autre époque. Et elle me dit je suis jamais venu au Tréport, envoie-moi quelques photos du Tréport, envoie-moi que je me rende compte. Je lui ai pris quelques photos, je lui ai envoyé. Et une semaine plus tard, elle m'envoie donc la couverture du premier tome de Petit Jean que vous verrez là s'il le faut. Et je dis ne bouge pas, t'as tout compris, c'est ça. Donc effectivement. Donc toutes les couvertures de mes livres sont faites par elle parce que ça correspond, que ce soit, vous voyez même ce genre de dessin et autres et tout, ce sont des aquarelles ou surtout le second, donc par rapport aux Ukrainiennes dont on parlera tout à l'heure. Donc elle participe au succès de ces livres-là. Donc l'aventure a continué, j'ai publié d'autres livres, j'ai continué à chaque fois de faire la même chose, j'ai eu des articles dans la presse locale et tout, et donc comme tout le monde, bien sûr, comme tous les auteurs, mais j'ai publié d'autres livres jusqu'au jour où j'ai visité le Kalburg. J'ai fait comme vous, j'ai dit il faut quand même aller visiter puisque je suis au Tréport et tout ce qui peut se visiter. Et j'ai eu un choc parce que effectivement il y a le guide qui m'a fait visiter à cette époque-là, c'est Monsieur Didier, c'est pas Didier Moraville, c'est l'autre Didier Creton, je crois, quelque chose comme ça. Donc, a expliqué ce que vous avez entendu quand vous l'avez visité, que à quel moment le Kalburg a été construit, pourquoi il a été construit et par qui. Surtout, il a été construit. On m'a parlé de ces prisonnières ukrainiennes. J'ai dit mais qu'est-ce que viennent faire des Ukrainiennes au Tréport? Donc, je me suis penché là-dessus. J'ai rencontré des gens qui m'ont raconté leur histoire et surtout j'ai cherché Internet. On trouve tout, mais on trouve surtout quand on veut chercher quelque chose, on peut trouver également des archives. Il est plus facile aujourd'hui de trouver rapidement une réponse à une question que dans le temps quand on devait chercher dans l'encyclopédie universalis ou dans d'autres choses, et de trouver surtout parfois des images et des cartes postales qui représentent les monuments de l'époque et autres. Donc à partir de ça, j'ai écrit une histoire d'amour. Je me suis imaginé parce que tous mes livres, il y a parfois des moments où on pleure, des moments qui sont un peu durs, et bien il y a des moments tout ça, mais ça se termine toujours relativement bien. J'ai un ami auteur qui m'a surnommé Mr. Feelgood parce qu'il me dit en général ça se termine toujours bien chez toi. Et je me dis que les gens qui lisent au petit déjeuner quelque chose, une histoire d'une page ou deux sur Facebook ou autre, je vais pas leur saper le moral dès le matin. S'ils veulent vraiment avoir des mauvaises nouvelles, ils ont qu'à ouvrir la télé ou lire le journal, surtout en ce moment. Mais depuis déjà cette époque-là. Donc ça se passe bien. Donc j'ai imaginé une histoire d'amour entre une prisonnière ukrainienne, après m'être renseigné, avoir tous les renseignements historiques, et son geôlier allemand, parce que comme dans toutes les guerres, on sait très bien que de chaque côté, il y a des gens qui sont bien, il y a des gens qui ne sont pas bien, que ce soit aujourd'hui en Ukraine, que ce soit en Russie ou autre chose. Il y a des gens qui sont obligés de faire ce qu'on leur demande de faire, et qu'est-ce qu'on aurait fait nous à cette époque, et qu'ont fait nos parents et autre chose. Mon père a été, on en parlait avec Nicolas parce qu'il est dans le même cas, mon père qui a été militaire et été prisonnier de guerre en Allemagne. Je suis retourné avec lui, donc je suis sensibilisé, visiter l'endroit où il avait été prisonnier, mais il était dans une ferme. Donc c'était relativement plus facile que dans d'autres situations. Et encore, ils m'ont raconté comment eux étaient relativement bien traités puisqu'ils avaient besoin d'eux à la ferme, les Allemands étant sur le front russe ou ailleurs, alors que les Russes étaient plutôt maltraités, les prisonniers russes. Donc j'ai visité des camps, j'ai visité le Struthof, qui est le seul camp de concentration qui se trouve en France, en Alsace. Et ça vous marque quand vous avez 18 ans de visiter des choses comme ça, donc c'est important. Pour ce devoir de mémoire, j'ai dit, il faut que j'écrive cette histoire. Donc j'ai écrit cette première petite histoire qui s'appelle Le mystère du Kalburg. Je l'ai rendue un peu, je l'ai romancée. Ça commence qu'une banale histoire de pêche au bas des falaises, voilà. Au cœur de cette histoire se trouve un monument. Le monument, c'est le blocos que vous avez certainement vu quand on descend en bas à Ménival. Il reste un blocos sur la plage qui est un peu bancal et quasiment intact. J'ai rencontré beaucoup de personnes. J'ai même quelqu'un un jour qui m'a expliqué, qui m'a dit mais ce blocos, en fait,
il n'est pas tombé tout seul. Il n'est pas tombé tout seul. Dans les années 60, il menaçait de tomber, comme beaucoup, avec l'érosion et autres. Donc, dans les années 60, les municipalités de l'époque ont décidé, avec des bulldozers, de le pousser pour éviter qu'il tombe sur quelqu'un ou autre chose, puisqu'il devait tomber. Et en fait, il y avait deux blocos. Il y avait celui-là et un autre à côté. Ces blocos se situaient pas très loin d'ici, à peu près à hauteur de Floc, puisque Floc a une avancée sur la mer et à 150 mètres de falaise qui lui appartiennent, qui relèvent de la ville de Floc. Et donc, il me dit, le jour où les bulldozers étaient là pour pousser ces deux blocos, il y avait des journalistes qui étaient là, et il y avait un monsieur d'un certain âge qui était là, qui a dit, sur ces deux blocos qui vont tomber, celui-là va rester intact, celui-là va exploser. Jean le regardait, bon. C'est ce qui s'est passé. Quand les deux blocos sont tombés, il y en a un qui a explosé en 1000 morceaux, et l'autre qui existe toujours aujourd'hui, qui est balayé par les marées, qui est plus ou moins en mauvais état, mais qui est toujours là, d'accord? Je lui ai demandé, mais comment savez-vous ça? Il dit, mon père a contribué, était à la construction de ces blocos. Autant le premier, ils étaient très surveillés, ils ont dû faire exactement ce qu'il fallait, mettre du béton armé, tout. Autant le second, c'était une petite résistance que faisaient les gens qui travaillaient, les requis au service du travail obligatoire. On a mis beaucoup plus de sable, en sachant qu'il allait pas tenir si jamais on allait le bombarder. Voilà pourquoi. Donc ce genre d'anecdotes et tout ça et tout, donc m'ont permis de m'intéresser d'autant plus à cette histoire du Kalburg. Donc ces prisonnières ukrainiennes qui travaillaient donc à l'intérieur du blocos, de l'ouvrage militaire. Pourquoi il y a eu cet ouvrage militaire? La France est occupée. Les Allemands occupent le Tréport, occupent tout, mais ils ne peuvent pas occuper toute la France. C'est pour ça qu'il y a une ligne de démarcation, parce qu'ils sont pas assez nombreux. Ils peuvent pas être à la fois sur le front et occuper toutes les villes et toute la France. Donc ils font appel à des requis, ce qu'on appelle des requis, des gens des Français qui travaillent pour le service du travail obligatoire, et également donc à des prisonniers. Ils ont importé des prisonniers de Russie, et quand ils ont dénoncé le pacte germano-soviétique, on en parlait avec Nicolas tout à l'heure, ils ont abandonné l'Ukraine à l'Allemagne, donc ce qui fait que les Allemands ont envahi l'Ukraine. Ça ne se reproduit pas des choses comme ça aujourd'hui, ça serait impossible. Mais d'autres pays peuvent le faire, mais bon, pas les Allemands. Maintenant, on parle des Allemands pour le sauver éventuellement. Donc, en tout cas, ils ont envahi. Les Ukrainiens qui étaient sous le régime russe, même si certains les historiens peuvent dire, mais ils étaient russes à cette époque-là, on ne parlait pas d'Ukrainiens, se sentaient presque libérés en voyant arriver les Allemands. Mais ils ont envie de déchanter. Parce que ça a été le contraire. C'est-à-dire que les Allemands se sont servis de l'Ukraine comme d'un vivier. D'un vivier pourquoi? D'un vivier pour prendre des prisonniers et pour prendre également des femmes, des Ukrainiennes dont ils se sont servis comme esclaves, parce que c'est le mot. D'accord? Donc elles ont été embarquées avec les prisonniers, toutes celles qui ont été faites prisonnières, réquisitionnées, c'est même pas de réquisition, c'est d'être prisonnières. Elles ont été embarquées dans des trains, dans des wagons à bestiaux, comme l'étaient les Juifs dans l'autre sens, et qui partaient dans les camps d'extermination. Et donc je ne parle que, donc, y compris dans le second roman, on parle effectivement de l'arrivée de ces Ukrainiennes elles arrivent à eux. Il y a 70-80 à peu près Ukrainiennes qui ont débarqué à eux, qui ont été mises dans un premier temps dans les baraquements, et puis qui ont vite été regroupées dans la caserne Drouet. La caserne Drouet qui se trouvait à eux, elle n'existe plus. C'était une ancienne caserne militaire, donc qui se trouvait à peu près où se trouve actuellement. Tout le quartier a été démoli, a été reconstruit. Il y a le centre des impôts maintenant à eux, pas très loin, des finances publiques et tout ça et tout. Donc c'était là que se trouvait cette caserne. Donc il y avait essentiellement des prisonniers russes et ces Ukrainiennes qui ont été donc parquées là. Et ensuite, donc parallèlement à tout ça, donc elle servait à beaucoup de choses, à aider les Allemands, l'armée allemande qui occupait un peu toute la région. Août 42, les Alliés, 41, les Américains entrent en guerre après la défaite de Pearl Harbor. Août 42, les Alliés décident de tenter un débarquement. Qu'est-ce qu'ils font? Ils réunissent à peu près 6000 personnes, 6 à 7000 ou 8000, suivant les historiens, soldats, essentiellement des Canadiens, y compris des jeunes Canadiens, qui suivent une formation très très limitée sur les côtes anglaises de quelques jours. Donc 250 barges de débarquement et autre chose, avec des petits tanks et tout ça et tout. Ils décident de débarquer à Dieppe. En fait, c'est pas un vrai débarquement. Le commandement donc allié
sait dès le départ que c'est une opération test, ce qu'ils ne disent pas, ce qu'ils ne font pas, puisque tout va mal se passer. Ce débarquement qui a lieu en août 42 à Dieppe est une vraie catastrophe parce que les barges déjà arrivent, l'appui aérien, les 60 Spitfire anglais qui sont censés appuyer se font un peu trop remarquer. Les Allemands savent, puisqu'ils ont déjà fortifié toute la côte. Avant même qu'ils débarquent, ils savent qu'ils arrivent, ils les voient arriver, et tout ça et tout. Et donc, ils sont suffisamment bien placés à Dieppe, le Puy à côté, les autres villes, pour les dominer. Deuxième erreur importante également, c'est qu'il y a des chars. Les chars, ce sont des chenilles. Et ça, quand vous débarquez sur la plage, que ce soit au Tréport et surtout à Dieppe, ce sont des galets, des galerons. Les chars font 10 mètres et ils sont tout de suite enlisés, ils ne peuvent même pas monter. Tous les véhicules, quels qu'ils soient, restent sur la plage. Et les Allemands. Donc sur les 6000 personnes, à peu près, les chiffres varient suivant les historiens, quasiment 2000 personnes, dont 90% de Canadiens, sont morts sur la plage. 2000 sont faits prisonniers, 2000 repartent. Je vous fais court, d'accord, je vous donne pas les détails. Donc dans le tome 2, dans La prisonnière du Kalberg, je raconte ce débarquement vu de l'intérieur, même si c'est romancé, par un jeune Québécois qui était en relais, qui se trouve à l'intérieur de cette barge, qui arrive sur cette plage, qui lui s'en sort heureusement, est recueilli par un résistant donc français du Puy, et puis qui petit à petit va intégrer donc la résistance. Donc on parle également de cette époque-là de la résistance. Ce débarquement test a été fait également en réalité pour plusieurs raisons. À la fois tester comment résistaient les Allemands dans un port en cas de débarquement. Donc on a sacrifié des hommes pour ça. En dehors du fait qu'il fallait également donc détruire et miner et faire sauter quelques antennes radio que les Allemands avaient déposées là, ce qu'ils ont pu faire. Et selon certains historiens, vous savez que les Allemands communiquaient entre eux en se servant d'un système de cryptage à partir d'une machine qui s'appelle l'Enigma. Il y a eu des films là-dessus, il y a eu des documents. Cette machine donc était... En réalité, les Américains, depuis le début, grâce à des espions et autres, savaient et connaissaient tous les codes des Allemands. Donc cette machine était sans arrêt remise à jour et tout ça et tout. Ils étaient persuadés également que, profitant de ce débarquement, ils pouvaient peut-être récupérer un des rotors de la nouvelle machine Enigma qui se trouvait sur un des bâtiments de la Kriegsmarine dans le port de Dieppe. Donc à ce moment-là, dans le roman, j'en parle. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai? Certains historiens disent oui, je ne sais pas, mais en tout cas, je le dis dans le roman, puisque moi j'ai le droit de le dire. Je peux l'inventer ou le raconter de cette manière. Quand les Allemands ont vu ça, donc pour les Alliés, c'était une défaite, et surtout pour les Canadiens, catastrophique. C'est pour ça que, quand on y reviendra plus tard, au moment de la libération, c'est aux Canadiens que les Alliés ont laissé la place pour libérer à la fois Dieppe et libérer également le Tréport et toute la vallée des Vilseurs. Ce sont essentiellement des Canadiens qui sont venus ici. Ensuite, donc, quand les Allemands ont vu ce débarquement, le QG allemand, l'armée allemande, était persuadée que les débarquements auraient lieu, bien sûr, à l'endroit le plus étroit, de Calais jusqu'à ici, entre l'Angleterre et ici. Ils ne pensaient pas du tout. Ils se disaient le débarquement aura lieu dans une ville et dans un port. Dans un port. Donc, ceux qui étaient ici au Tréport ont reçu l'ordre. On leur a dit, après Dieppe, la région qui offre le plus de possibilités, vu sa largeur, vu l'estuaire et tout ça et tout, c'est ici. Donc, construisez des fortifications. Construisez, protégez. Et où peut-on construire les meilleures fortifications et les meilleures défenses ici? C'est en faisant des galeries dans les falaises et en faisant tout ça. Donc, ils ont commencé à creuser. Mais les Allemands n'ont pas creusé eux-mêmes. Les officiers allemands qui étaient là, y compris les soldats, avaient d'autres choses à faire. Donc, ils se sont servis des requis tréportais, qui venaient le matin, qui repartaient le soir, qui étaient obligés de creuser, de faire tout ça et tout. Au même moment, les Allemands ont fait autre chose. Et il existait sur la falaise, pas très loin d'ici, vous le savez, un fabuleux et un merveilleux hôtel qui s'appelait le Trianon. Cet hôtel qui a été construit au début du siècle, du XXe siècle, dont l'inauguration a eu lieu en 1912, était le plus beau palace de la région, puisque c'était l'époque, effectivement, depuis qu'il y avait le train, depuis 20 ans ou 30 ans plus tôt, où les Français, notamment les Parisiens, avaient pris l'habitude de venir tous les week-ends, les bains de mer, donc les trains, construisaient les belles villas que vous voyez surtout à Mers, tout ça et tout. On parlera de ça plus tard. Mais en tout cas, donc, venez. Cet hôtel a été construit pour un peu faire une concurrence au Touquet. Le Touquet qui était plus à l'époque à la mode. Il faut pas oublier que le Tréport, c'est le point de mer le plus près de Paris
c'est plus près, il y a, je sais plus exactement combien de kilomètres, mais en tout cas, donc c'est le point le plus proche de Paris, et que déjà à l'époque, le train, qui est arrivé en 1870-1875, à Mers, le Tréport, la gare, toujours le Tréport, Mers, suivant à qui on le demande, mais mettait 3 heures, 3h30 au départ de Paris, gare du Nord, ou gare Saint-Lazare, il y avait même des excursions, c'est-à-dire quasiment le même temps qu'aujourd'hui, c'est le même temps qu'aujourd'hui, et c'était même moins. Et c'était peut-être moins confortable, mais c'était plus bon, voilà. En tout cas, c'était comme ça. Donc, il débarquait, dans les bonnes années, plus de 10 000 personnes le week-end. 10 000 Parisiens qui venaient, qui dépensaient, qui faisaient vivre. Donc, on a construit ce bel hôtel. Inauguré en 1912, c'était déjà l'ambiance de l'approche de la Grande Guerre et tout. L'hôtel n'a jamais servi en tant qu'hôtel. Jamais. Peut-être quelques jours. Il a servi quoi? Pendant la Première Guerre, il a servi d'hôpital pour les Anglais. Les Anglais, dans les cimetières anglais, vous voyez ici, il a servi de tout ça. Entre les deux guerres, il y a eu des logements sociaux, il y a eu des choses comme ça. Les gens n'avaient pas le cœur à venir de nouveau, bon, il fallait un certain temps. Et tout. Et donc, les Allemands, en 1942, ont dynamité cet hôtel, l'ont complètement fait sauter, exploser, en se disant, comme ils l'ont fait sur beaucoup d'ouvrages le long de la côte, en se disant, ça sert de point de repère, aux Anglais, aux Américains de l'autre côté, qui veulent bombarder, pour leurs avions. Donc, ils ont tout fait sauter. Il est resté des tonnes et des tonnes et des tonnes de gravats. Il ne reste aujourd'hui que quelques escaliers et 2 vasques, vous voyez, qui sont, heureusement, qui ont été entretenus pour garder la mémoire de ce lieu. J'ai une amie auteure qui a écrit un livre qui s'appelle L'Ange du Trianon, Aline Kenbotin, d'accord? Un roman qui se passe également dans cet hôtel de luxe qui, en fait, n'a jamais servi. Ils ont, les Allemands, profité de tous ces matériaux qui restaient pour construire et aménager l'intérieur du Kalberg. Les galeries que vous avez visitées, beaucoup sont revêtues de briques, sont les galeries voûtées, certaines briques sont vernissées. Tous ces matériaux ont été récupérés dans les débris de l'hôtel Trianon, au-dessus. Ils se servaient de ça. Les prisonnières qui étaient donc dans la caserne de Drouet venaient tous les jours, à pied, depuis la caserne de Drouet, vous voyez le centre des impôts, rejoindre le chantier du Kalberg, le chantier de cet ouvrage militaire. Venaient à pied. J'ai mesuré plusieurs fois, il y a au moins 6 kilomètres, d'accord? Autant. Et rentrait le soir, après 12 à 13 heures de travail. Elle n'avait qu'un seul jour, je n'ose pas dire de repos par semaine, ou le samedi ou le dimanche, où elle servait plus au repos du guerrier qu'à autre chose, qu'à se reposer vraiment. En tout cas, voilà. Donc, toutes ces conditions sont racontées dans ce livre-là. J'ai publié cette histoire, comme j'ai fait, je vous dis, pour toutes les autres, au fur et à mesure que je l'ai écrite. Un jour, je vois un commentaire de quelqu'un qui me dit « J'ai connu ces Ukrainiennes ». Comment vous avez connu ces Ukrainiennes? Je reste en contact, j'arrive à contacter la personne, à trouver son téléphone. Je dis « Mais vous avez quel âge ?» Il me dit « Je vais avoir 93 ans ». Il a 93 ans aujourd'hui, il a eu 93 ans en juin. C'est Monsieur Daniel Hamon. Monsieur Daniel Hamon, pour ceux qui connaissent bien eux, qui habitent depuis longtemps, et le petit-fils de la famille Hamon qui tenait l'épicerie à Hamon, à eux, qui est célèbre. Bon, il y a des cartes postales qui le représentent, qui existaient depuis 1900 et quelques. Et donc en 1942, 1940, il avait 10 ans, il avait une dizaine d'années. Alors je lui fais raconter son histoire par téléphone. Il y en a d'autres qui existent encore et qui ont le souvenir de cette époque. Et il me raconte différentes anecdotes par rapport à tout ça. Il me dit, mais l'épicerie Hamon était un peu éloignée de la caserne, mais souvent, on les voyait passer tous les jours, ces Ukrainiennes, encadrées par des soldats. Il dit, j'avais 10 ans, je m'en souviens comme si c'était hier, je les vois passer, marcher, les gardes allemands, qui les gardent, ils sont pas très nombreux, mais ils sont armés, donc elles ne bougent pas, elles ont la tête baissée. Il dit, on ne les entend pas. Et ça me choquait. Alors qu'on entend les bottes des Allemands résonner sur la route, on les entend pas. Parce que c'était l'hiver, elles avaient des grosses chaussettes russes qu'elles enfilaient par-dessus leurs chaussures, donc on ne les entendait pas marcher. Je les voyais, il dit, je les voyais, et chaque fois que je me tournais vers ma mère, j'entends encore sa réponse qui me disait, c'est la guerre, c'est la guerre. Et ni certains pouvaient les aider ou pas. Donc elles venaient tous les jours ici. Donc tout ça, c'est raconté, c'est romancé. Monsieur qui a lu le livre, il le sait aussi, il l'a vu, il l'a lu. D'accord? Donc, elle venait tout le temps ici. Elle participait à ce travail, donc
de garnir et de revêtir donc les galeries de briques, de tout ça. Et le blocos a une part importante là-dedans parce que il se retrouve entre ce joli Allemand qui finira par la sauver, lui permettre de rentrer dans la résistance et tout ça et tout, et de se sauver. Il la cache un certain temps dans ce fameux blocos qui existe à l'époque puisqu'il est là. Donc ce blocos est tellement important que lorsque j'ai sorti le premier livre, à un moment donné où j'imaginais qu'il y avait l'esprit de cette femme, même si je ne dévoile pas l'histoire, elle n'est pas morte, elle est encore vivante au jour d'aujourd'hui dans mon histoire, enfin pas d'aujourd'hui, mais dans les années 70-80. Et donc un jour quelqu'un est allé déposer un bouquet de fleurs sur le blocos tellement il croyait à l'histoire ou à ce roman. Et ça m'a touché. Donc vous voyez sur la couverture une petite touche rouge que j'ai fait rajouter. C'est le bouquet de fleurs que réellement quelqu'un est allé déposer un jour sur ce blocos. Voilà. D'accord. Donc Daniel Hamon, ce monsieur, je l'ai fait venir. Je l'ai fait venir pour la sortie du second livre. Il est venu. Il habite dans le sud de la France, à côté d'Avignon. Il est venu avec son épouse. Ils sont venus en voiture. Ils sont venus. Ils sont restés 3 jours au Tréport. Il a encore de la famille ici. Et il racontait tout ça. Ah oui, il me racontait une autre anecdote qu'il a racontée devant tout le monde, devant la presse et tout. Ça a été rapporté également, local. C'est que, en tant qu'enfant, il avait un petit copain qui avait une dizaine d'années, chez qui il allait jouer. Ce copain, sa famille tenait une fromagerie, épicerie un peu générale comme il y en avait à l'époque, un peu plus loin, qui était juste de l'autre côté de la rue, au-dessus de la caserne Drouet où étaient les prisonniers. Il me dit, j'allais jouer chez lui, et on allait jouer, bien sûr, comme tous les gamins, dans le grenier. Et de ce grenier, il y avait une petite fenêtre qui dominait la cour de la caserne. De la rue, on ne voyait rien, il y avait les murs d'enceinte gardés par les Allemands et tout. Et puis, c'était pas un endroit où il fallait trop traîner. Et il dit, on les voyait dans la cour avec les prisonniers russes. Et il me dit, je me souviendrai toujours du jour, et il avait la chair de poule quand il racontait ça, c'était drôle, il a 92 ans, 93 ans. Elles se sont toutes levées, avec les prisonniers russes dans la cour, et se sont mis à chanter l'hymne national russe, qui c'était l'hymne de tous à l'époque. Et les gardiens qui étaient là, qui soit leur tapaient dessus, soit ne comprenaient pas ce qui se passait. Et j'ai réalisé beaucoup plus tard, après, que c'était le jour de la bataille de Stalingrad où les Russes donc avaient défait les Allemands et tout, et que eux, par je ne sais quelle information, savaient que les Allemands commençaient à perdre, parce que c'était le début de la fin pour l'armée allemande, notamment en Russie. Donc il a raconté tout ça devant des gens, il est venu pour ce jour-là, et c'était très touchant, c'était bien. Yeah.